Je vais commencer par dédier cette petite présentation à mon fils qui est au fond là-bas et qui se pose toujours des questions sur ce que fait son père, comment le qualifier quand à l'école on lui demande ce que fait son père. Alors voilà, parce que les Français aiment bien mettre les gens dans des cases. Et on se coince dans des cases, on garde une vision très 19e siècle des métiers, et on calque des métiers de création qui sont ouverts sur l'évolution des techniques, sur celui de notaire. Alors, vous connaissez le poème chanté par Brassens, « Philistins épiciers, tandis que vous caressiez vos femmes, vous pensiez qu'ils seront, ventreront notaires, mais pour bien vous punir, vous voyez un jour venir des enfants non voulus qui deviennent chevelus, poètes, j'ajouterai paysagistes. » Voilà. Donc merci à Michel Pénard et à son équipe de paysagistes, merci à l'Arsenal, pour l'ouverture dans ces rencontres à des expériences de paysages autres, variées, une démarche dans le droit fil de mes propres expériences, de ma réflexion sur le paysage, sur le jardin, sur l'habitat, concept important pour moi, au sens de l'habitat, au sens de là où nous habitons, au sens aussi écologique, habitat. Notre habitat étant aujourd'hui notre planète, comme le disait déjà Pierre Le Tagui en 1970, et qui parlait de jardin planète, avant que Gilles Clément développe joliment ce concept. Alors, paysage, jardin, habitat, trois concepts intimement liés pour moi, qui au cours de plusieurs tranches de vie, études d'architecture, d'urbanisme, cours d'archéologie, pratique d'urbaniste pour l'État, historien des jardins et des paysagistes, et oui, un petit peu écrivain aussi, créateur d'événements, programmateur en paysage, et un petit peu paysagiste avec un point d'interrogation justement qui me plaît bien. Le tout avec un contrat d'urbaniste pendant une trentaine d'années, avec ses avantages et ses inconvénients. Alors le titre donné par Michel Pénard à ma conférence, entre art, jardin et paysage avec un point d'interrogation, me paraît particulièrement juste et me plaît bien, surtout pour qualifier ma pratique avec Béatrice Sorel, qui est ici, qui est mon associée depuis quelques années, et qui elle-même se présente comme artiste paysagiste quand elle travaille avec moi, et comme artiste quand elle travaille seule. Car voilà, je crois que le paysage c'est vraiment une affaire collective, ça se travaille en association de compétences. Mais avant de présenter nos travaux communs avec Béatrice Sorel, je vais essayer de vous présenter les cheminements en réseau, en rhizome, un peu deleuzien, plutôt qu'en racine, en labyrinthe, à la recherche du fil d'Ariane, où on découvre parfois avec amusement que avec un vieux fil qu'on a tissé il y a longtemps, que l'on a abandonné et que l'on croit avoir perdu, soudain il vient se nouer à un fil récent pour faire du neuf. Voilà. Alors je crois beaucoup à la première pratique qui est enseignée à l'école du paysage de Versailles, qui s'appelle faire l'éponge. Et donc à l'importance des paysages premiers et des habitats premiers dans lesquels on a fait l'éponge. Ceux dans lesquels on a vécu enfant, notre première culture du paysage,
une culture polysensorielle. Pour moi, mes premiers paysages, c'est Rabat. Rabat, une ville au Maroc, dessinée par Prost, grand urbaniste. C'est du grand paysage et du grand paysage qui va du grand paysage au jardin et du jardin au paysage. Avec des vues dégagées, cadrées par des avenues plantées de ficus, taillées en cubes à la française. Prost, vous savez, travaillait directement sur le terrain. Ce que vous voyez là, affiché, c'est le plan de Prost, donc au Rabat, dessiné dans les années 1915-16, par là. Et Prost dessinait directement sur le terrain, en jeep, accompagné, parce que c'était une période militaire, c'était la guerre de 14 pendant ce temps-là, et il travaillait en jeep avec des assistants qui jalonnaient et des géomètres qui suivaient. Et cette technique, ça a donné une ville ouverte sur le paysage, enfin, une très belle ville. Du grand paysage au jardin, on peut dire comme ces grands projets de Prost, que vous voyez ici pour le Grand Paris, avec une autre ampleur, un autre souffle que ce qu'on voit aujourd'hui quand on parle du Grand Paris, et surtout, un siècle après, on peut s'étonner de projets à courte vue comme celui de faire étaler Roland-Garros dans les serres d'Auteuil. Rabat, c'est aussi des jardins arabo-andalous, modernes et respectueux de la culture arabe. Ici, le jardin des Oudaya, dessiné par Joseph de la Nézir en 1915. Vous voyez qu'il s'intègre complètement dans le labyrinthe de la Médina que vous voyez au-dessus. Le jardin, c'est la partie la plus structurée, qu'on voit ici en détail. Et tout le monde croit au Maroc, y compris au ministère de la Culture, que c'est un jardin typiquement arabe. Voilà. Complètement intégré à la Médina, aux vues sur la ville, qui offre beaucoup d'intimité, et pourtant les rues le traversent. Voilà. Et puis mes paysages premiers, c'est aussi les maisons fleuries du quartier de la Résidence. Voilà, ça c'est ma maison. Une habitude prise très tôt d'aller de jardin en jardin chez les voisins, voir derrière ce qui se passe derrière les murs, voir les jardins comme ici près de Rabat à Salé, un jardin assez extraordinaire qu'on appelle le jardin exotique, fait par quelqu'un de complètement allumé, et ou des jardins publics ou des sites chargés d'histoire comme le Chella, un des jardins les plus intéressants je trouve, avec sa source sacrée, le porte-bonheur, et un site archéologique qui intègre une nécropole royale arabe, des vestiges romains, et qui a été traité sur le plan végétal comme un jardin en mouvement, ce qui n'emporte pas le nom, mais qui est vraiment tout à fait remarquable sur le plan de la végétalisation. Et ce traitement est dû à Ahmed Sefrioui, qui était responsable des monuments au Maroc, et que j'ai eu la chance de rencontrer à la fin de sa vie, et de le faire parler sur sa pratique modeste et juste du paysage. Voilà, autre paysage premier, c'est les pierres trouées. Bon, vous verrez que j'ai beaucoup travaillé sur un sujet qui est la rocaille, les rocailleurs, et comme nous le verrons, cette fascination elle vient d'assez loin. J'ai découvert récemment d'ailleurs, finalement, vient de, c'est justement un paysage premier qui est cette plage près de Rabat, de Témara, où les rochers sont arrachés par les paquets de vagues gigantesques. Et voilà, mon expérience, c'est un petit peu mon cul de bébé dans les rocailles roulées par la mer. Voilà. Bon, maintenant, on va se projeter dans
ce qui a été ma première expérience de paysage. Après avoir fait des études d'architecture dans les années 60, j'ai fait l'expérience de travailler pour des architectes et des urbanistes. Avec Gilbert Veil, on tirait des barres pour faire des logements. Pour allumer, on a fait des esquisses pour aménager touristiquement les remparts de Jérusalem. Et puis j'ai eu la chance de gagner un concours d'urbanisme sur les solutions de l'architecte pour lutter contre le bruit et la pollution de l'air à Marseille. Et le voyage, c'était un voyage à Brasilia. Et ce voyage à Brasilia m'a ouvert les yeux sur l'urbanisme moderne, les idées du Corbusier et ses contradictions. En particulier, il y avait là une avenue qui avait été construite, une avenue et les bâtiments et les blocs entiers qui avaient été construits à l'envers. Ils étaient tellement pressés qu'il y avait eu un bloc entier qui était construit à l'envers. Donc ça donnait une rue où les commerces, au lieu d'avoir été, ils avaient été conçus pour être à l'intérieur du bloc, voyez, où on aurait accédé en voiture, les commerces étaient sur la rue, comme dans toutes les rues du monde, de toutes les villes du monde. Et ça s'appelait la W3, et là, tout le monde était garé en double fil, c'était la rue la plus vivante. Voilà. Voilà. Je me suis dit, tiens, c'est quand même curieux. Hein. Il y a peut-être quelque chose à apprendre de cela. Voilà. Et puis, ensuite, au début des années 70, j'ai eu la chance de travailler dans une équipe pluridisciplinaire, ce qu'on appelait OREAM, qui était chargée de dessiner le futur de la région marseillaise avec des géographes, des ingénieurs, sociologues. Voilà. Et j'ai eu la chance de travailler avec Jacques Scar, qui à l'époque était jeune paysagiste et qui m'a beaucoup appris sur ce qu'il appelait la civilisation agro-silvo-pastorale. Un concept qui revient à la mode aujourd'hui, très loin de ce qu'on nous obligeait à l'époque à faire, qui était le zoning. On concevait le paysage comme un certain nombre d'espaces protégés, de zones protégées. Jacques Sgar avait une vision, vous l'avez entendu sans doute ici, de maintenir l'équilibre agro-silvo-pastoral. Voilà un discours qu'on voit aujourd'hui chez des gens, des écologistes comme Pierre Rabhi. Une vision à l'époque évidemment complètement minoritaire. Et je suis rentré dans cet organisme en 1970, au moment où c'est l'année où s'est créé le ministère de l'Environnement. C'est important. Le mot d'environnement n'existait pas en France et il a été importé en France à ce moment-là. Voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai été chargé dans l'équipe, comme j'étais architecte de formation, de coordonner une équipe qui devait rédiger un rapport sur l'environnement dans les Bouches-du-Rhône, avec 4 rapports séparés, l'un sur l'air, l'un sur l'eau, l'un sur l'urbanisme et un autre sur le paysage. Voilà. Et alors le paysage, il était quand même conçu par tout le monde à l'époque, voilà, comme des zones que vous voyez là. Mais à côté de cette vision fondée sur le zoning, les pollutions commençaient à poser problème, mais il y avait le ministère de l'Environnement, et une conscience écologique
commençait à naître chez quelques personnes. Voilà. Alors en tant qu'architecte dans l'équipe, moi j'ai développé des travaux sur l'habitat et sur la qualité de l'habitat, un concept qui n'existait pas aussi, ça paraît surprenant aujourd'hui, mais à l'époque on parlait de logement, on ne parlait pas d'habitat. Et donc voilà, pour essayer de proposer aux promoteurs autre chose que les tours et les bars, et avec des critères de qualité qu'on a essayé de définir pour le logement, et en pointant un petit peu les exemples de logements qui, dans le Midi, c'est très important, dans le sud de la France, qui pouvaient inspirer les promoteurs. Voilà. Et par exemple, cette opération à La Ciotat, qui était groupée sur les collines et qui permettait de sauvegarder les bonnes terres agricoles. Voilà ce qui est résumé dans ce petit croquis, qui n'a absolument pas été suivi, puisque tous les schémas d'aménagement étaient exactement à l'inverse, c'est-à-dire qu'on construisait dans les plaines, dans les bonnes terres, et on préservait les collines. C'est comme ça que depuis 50 ans, fonctionne l'urbanisme dans toute la région méditerranéenne, et c'est comme ça que, effectivement, on a saccagé des espaces vraiment productifs. Et dans notre équipe, nous avions des sociologues, et il y avait un mot qui n'existait absolument pas à l'époque, et qui a commencé à germer dans les enquêtes auprès des habitants, c'est le mot de jardin. C'est-à-dire que quand on questionnait les gens dans les grands ensembles, et qu'on leur disait qu'est-ce que ce serait pour vous un habitat, bien c'était le mot jardin qui sortait. Voilà. Alors nous avons publié différents ouvrages à l'époque sur l'habitat et l'écologie pour essayer un petit peu de sauver les meubles, mais bien entendu c'était un discours, comme je le disais, complètement minoritaire. Alors on a publié des revues sur l'habitat en région méditerranéenne, montrant l'intérêt des techniques appropriées, le solaire, l'utilisation du vent, etc. Et les constructions en terre. Et bon, tout ça, évidemment, on avait l'impression de prêcher totalement dans le désert. Et je suis assez fier de ressortir ce petit ouvrage, qui est un ouvrage collectif, que nous avons fait donc dans les années 75, pardon, en 1975, et qui est un travail donc avec toute une équipe, et que je trouve assez proche de ce qu'on voit circuler aujourd'hui sur le site internet de Volubilis. Voilà, avec donc des architectes, et dans l'équipe, ce garçon-là, en bas à droite, là, qui était un écologiste que j'avais réussi à embaucher, c'était tout à fait nouveau, et qui était un véritable ayatollah de l'écologie, avec qui on a eu pas mal maille à partir, mais qui nous a en même temps beaucoup appris, et qui nous a permis de faire une critique un peu plus radicale de justement ces zones agricoles gâchées par ces lotissements. Vous voyez ce berger avec qui je parlais sur le terrain là, et qui me disait mais qu'est-ce que vous en pensez? Il me disait mais ils vont peut-être manger des briques. Hein. Voilà. Et donc finalement je trouvais un discours pas si loin que celui de Colin Serrault dans son film qui est sorti l'an dernier, Solution locale pour un désordre global. J'espère que vous aurez l'occasion de le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est vraiment un film excellent. Voilà. Alors on essayait on parlait d'agriculture urbaine ici à Marseille. Vous voyez des agriculteurs en pleine ville. Hein.
bon, on a tenté de dénoncer, voilà, ce genre de pratique aberrante, hein, et aussi de montrer l'impact des lotissements sur la forêt méditerranéenne, hein, qui on pourra la préserver en l'urbanisant avec des grandes parcelles, mais finalement, forcément, les logements déboisent complètement autour, et avec des risques d'incendie assez considérables. Voilà. Et puis, on a essayé de mettre en valeur un certain nombre d'habitats de vacances, hein, légers, très respectueux des sites finalement, comme les cabanes de Gruissant, ce sont des cabanes en bois, posées sur le sable, ou les cabanons de la presqu'île de Gien, qui sont de véritables merveilles sur le plan de l'invention architecturale et de l'adaptation au site. Regardez cette photo du haut, là, vous voyez, il y a une construction là, sous les arbres. Voilà. Voilà. Encore un débat aussi peut-être assez actuel. Si vous avez vu sur Internet en ce moment le débat sur la yourte qu'on veut détruire dans le sud-ouest, des écolos qui ont construit une yourte et qu'on veut faire démolir parce qu'il n'a pas de permis. Voilà. Donc c'est à cette période-là que je me suis beaucoup intéressé à voir ailleurs, hein, et que mon regard s'est porté un petit peu sur autre chose que justement c'est l'urbanisme qui nous obligeait à regarder les choses de très haut, hein. Et je me suis intéressé à un paysage que j'avais en fait sous les yeux depuis des années, et ça c'est une question importante qu'on peut se poser, c'est à savoir pourquoi des choses qu'on a sous les yeux depuis 10-20 ans, on ne les voit pas, et pourquoi un jour, tout d'un coup, on se met à les voir. Voilà. Et c'est ce qui m'est arrivé à Marseille, dans les années 75-80, avec les rocailleurs. C'est-à-dire que, voilà, il y a un patrimoine d'une ville et d'une région qui, au fil des recherches que j'ai faites depuis, s'est montré unique au monde. Et un art rustique populaire, distinct du travail qu'a fait Bernard Lassus sur les habitants paysagistes, hein, puisque là, il s'agit de professionnels. Et en dépit de 2 livres que j'ai faits sur le sujet, de 2 expositions, l'une à l'Institut français d'architecture, l'autre sur place à Marseille, inaugurée par 3 ministres, dont le maire de Marseille, qui était le ministre de l'Intérieur, eh bien, ce patrimoine reste totalement ignoré de la ville de Marseille. Voilà. Le deuxième ouvrage que j'ai fait sur ce sujet, hein, qui fait un petit peu une généalogie de Jardin Rocaille, et qui est une très belle rocaille qui se trouve à Chaumont-sur-Loire, malheureusement un petit peu oubliée en ce moment. Voilà. Eh bien, nulle part ailleurs, on trouve une richesse de rocailles comme à Marseille. Pourquoi? Parce que Marseille, à l'époque, avait des conditions économiques très particulières. À l'époque, c'était la Californie. Hein. C'était à Marseille, qui était en relation avec le monde entier. Il y avait une nouvelle bourgeoisie qui s'installait avec un système de double résidence et un hôtel particulier en ville et une maison de campagne. Hein, les maisons de campagne, vous voyez ici dans le territoire en vert. Voilà, maison de campagne sur les collines où l'on profite de l'air pur. Les paysages alentour de Marseille sont les campagnes de Marseille, hein, sont des paysages très particuliers, hein, un véritable labyrinthe, un espace semi-urbain
une trame de chemin ramifiée en impasse, bordée de murs, derrière lesquels se cachent les Bastilles. Avec des montées, des escaliers, des impasses. Et j'ai commencé un peu une promenade de chat, hein, comme le chat qui s'en va tout seul de Kipling. Hein, voilà. Et alors, en fait, à mobilette, parce que dans les ruelles de Marseille, c'est assez mouvementé, comme vous avez vu. Voilà, avec une promenade sur les murs, presque dans les murs, à toutes les échelles. Hein, ces murs qui ont frappé tous les écrivains du 19e siècle et du début du 20e siècle qui ont écrit sur Marseille. Au-dessus de ces murs, on trouve des petits pavillons pour attendre les visiteurs. Alors bien sûr, j'ai fait énormément de porte-à-porte parce qu'on voit très peu de choses de l'extérieur. Et donc, j'ai parcouru ces rues en faisant du porte-à-porte, en demandant si, etc., vous n'avez pas, monsieur ou madame, quelque chose comme ça. Et souvent, les gens me disaient non, on n'a pas. Non pas parce qu'ils n'avaient pas, mais parce qu'ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas ce qu'ils avaient dans leur jardin. Voilà, ici, et des choses comme ça, des véritables petits chefs-d'œuvre d'imitation, comme ce faux bambou. Beaucoup de grottes, bien sûr, et c'est une manifestation assez originale de l'art rustique à l'ère industrielle, et qu'on peut situer dans la généalogie de l'art qu'on peut appeler au naturel, entre guillemets. Voilà. Et je suis devenu un petit peu historien des jardins aussi, et pour essayer de retrouver comment se situer ce travail dans l'évolution des techniques et des métiers du jardin et du bâtiment. Et comment comprendre la différence entre les rocailles tout à fait imaginatives de Marseille et celles qu'on trouvait ailleurs, que je trouvais beaucoup plus banales. Ailleurs, à Paris ou dans le monde. Voilà. Et pourquoi? Parce que à Marseille et dans la région, justement, à cette période-là, on a trouvé des chantiers privés extrêmement libres, hein, où les rocailleurs avaient un peu carte blanche pour faire des jardins à leur idée, et le patron revenant en fin de semaine seulement pour voir le travail. Voilà. Et pour comprendre aussi la différence entre une rocaille de l'époque et la manière dont on la regarde aujourd'hui, voilà ici une rocaille avant restauration, et en voilà une autre restaurée aujourd'hui par un ouvrier qui a la culture Walt Disney. Hein. Voilà, et donc toutes les courbes, toute l'imitation de la nature, tout le travail en finesse d'observation de la nature a été gommé par une manière de voir qui est directement inspirée des bandes dessinées. Une autre originalité de ces rocailles à Marseille, c'est la façon d'assembler. C'est que tout ce travail est indissociable de l'architecture, de la maison, hein, qu'elle envahit parfois depuis le portail jusque sur les façades. Et avec non seulement la grotte se combine avec l'architecture de jardin, mais dans l'univers urbain de villes comme Marseille, à la fin du 19e, les surfaces des jardins de maisons de campagne étant petites, le jardin vient s'accoupler à la maison. La grotte s'intègre à la maison comme un dessous, mais un dessous qu'on ne montre qu'aux intimes. Parce que le dessous est caché par le mur. Hein? Il faut passer le portail pour la voir. Et ça, c'est un modèle récurrent. Le dessous est caché de la rue par le mur de clôture. On le découvre avec surprise,
le dessous, c'est un peu comme le sexe de la maison de campagne, hein, un espace intime. Et vous voyez aussi, c'est un dessous ou un côté. Vous voyez ici une façade sur rue, sur la corniche de Marseille, hein, qui est là. Et vous voyez que la façade rocaillée est complètement cachée de la rue, hein, et que c'est une fois qu'on a passé le portail qu'on va découvrir, on rentre dans un autre univers, et que le rocailleur développe non seulement une façade, mais ensuite tout un ensemble de faux rochers, hein, sur des vingtaines de mètres. Voilà, ici la photo, ou parfois même en pleine ville, sur un immeuble haussmannien, côté cour, hein, qui se transforme en ferme, en bois, quand vous savez qu'il y a absolument très peu de bois dans la région marseillaise, c'est une manière aussi d'en faire quelque chose de très exotique. Donc voilà, cette façade en faux bois, avec des imitations et un jeu permanent entre le vrai et le faux, la cassure et aussi la réparation. Voilà. Avec des façades qui affichent le statut du propriétaire. Hein. Ici, quelqu'un qui travaillait sur le port de Marseille, avec toutes les richesses, vous voyez, qui arrivent des colonies, vous voyez à droite là, et qui arrivent vers le port de Marseille, le fort Saint-Jean à gauche. Voilà. Avec une façade traitée en rustique, mais avec des planches un petit peu travaillées, et puis d'autres, beaucoup plus brutes, c'est la même maison, vous voyez. Deux façades complètement différentes de la même maison. Voilà. Ce sont des chantiers importants, parfois très importants, qui durent plusieurs années, avec dans des sites pas vilains, en bord de mer, des grottes de fraîcheur. Et ce qui m'a projeté dans ce travail, c'est qu'en tant qu'architecte, j'ai été complètement sidéré de voir les signatures. Parce que les signatures qu'on voit justement dans la rue, hein, vous voyez, rocailleur, paysagiste. Hein. Bon. Et puis, rocailleur, tout court. Cimenteur. Rocailleur à nouveau. Travaux en ciment. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est des gens qui se cherchent. Hein, c'est des gens qui veulent s'affirmer. Hein, comme les paysagistes aujourd'hui. Mais bon, les paysagistes sont un peu plus affirmés. Mais là, c'est une technique nouvelle qui est arrivée, un matériau nouveau. Et voilà, les gens se cherchent. Qui sont ces gens-là? Ce sont des gens de la petite classe moyenne, hein, immigrés d'Italie souvent, qui ont un savoir-faire, de l'humour, voilà, et ils laissent, comme s'ils avaient oublié leur chapeau, hein, tout un jeu sur les outils oubliés aussi, voilà, et tout un jeu aussi sur le terrible, hein, qui était hérité du XVIIIe, mais qui est réinterprété dans une culture populaire, avec des fausses fenêtres, comme s'il avait été arraché par la tempête, hein, et des personnages populaires comme le meunier, cet ouvrier sur lequel a été écrit un roman. Ce personnage a inspiré un roman qui s'appelle Le mort à la fenêtre. Et à propos de mort, justement, c'est assez intéressant de voir que l'humour va jusqu'au cimetière, puisqu'ici on est derrière une tombe, et dans le mur du cimetière, le rocailleur a donc installé une fausse porte de sortie. C'est quand même pas mal. Voilà. Ou ce jeu avec un pavillon de jardin qui est comme saisi dans un tremblement de terre. Ou ces fausses fissures qui sont mises en scène, hein, avec des fausses fenêtres, et le propriétaire s'est plus obligé d'essayer de réparer une fausse fissure. Voilà. Alors, tout ce travail, il m'emmenait dans l'histoire des jardins, comme je vous ai dit, et dans l'histoire notamment de cette architecture rustique,
Et parce qu'on dit rocaille, on dit rustique aussi. Et rustique, rustiquer, si vous questionnez un tailleur de pierre, rustiquer, le rustique, c'est un outil, c'est un marteau qui permet d'abîmer la pierre et de faire des trous et de créer, arracher la matière et de créer une ombre, sur une pierre bien polie déjà. Donc dès le premier coup de marteau, c'est un trou, c'est le mystère de l'obscur. Et cette ouverture, moi c'est travail sur l'ombre, hein, ça a été pour moi une ouverture sur le monde des jardins, c'est-à-dire le monde des grottes. Ici, la grotte de Buontalenti à Florence. Hein, et en mettant le doigt finalement dans l'histoire des rocailleurs, je suis passé tout entier dans l'histoire des jardins. Et j'ai fait l'expérience un petit peu de Léonard de Vinci devant la grotte, qui disait, après être resté un moment, deux émotions contraires montèrent en moi, la peur et le désir. Peur de l'obscurité menaçante de la grotte, désir de voir si elle ne contenait pas des choses merveilleuses. Effectivement, le merveilleux, il advient dès qu'on entre dans la grotte, et les personnages émergent des concrétions à mesure que l'œil s'accommode au noir. Et une des surprises majeures de ma recherche sur les rocailleurs fut de découvrir aussi le premier plan qu'ont joué les métiers du jardin dans l'invention et l'usage du ciment et notamment du béton armé. Comme quoi, on se fait aujourd'hui une idée du béton armé qui est complètement très loin de ce qu'elle a été au XIXe siècle, puisque par exemple, au but de Chaumont, en 1867, Combaz, un rocailleur, réalise des stalactites de 8 mètres de long, en injectant du ciment avec une pompe sur un treillis métallique. Génial. Édouard André, dans son livre, dit mais il est génial ce rocailleur. Et à la même année, Joseph Monnier, un jardinier devenu rocailleur, dépose son premier brevet. Joseph Monnier, qui a réalisé le premier pont en ciment armé dans ce château là, 1875, c'est quelqu'un, on revient à la question de la signature et de comment on se qualifie, il change 6 fois de signature dans sa vie. Il commence comme jardinier. Ensuite, il signe horticulteur. Troisièmement, horticulteur rocailleur. Ensuite, quatrièmement, horticulteur rocailleur paysagiste. Ensuite, cimentier rocailleur. Et il termine comme constructeur en déposant beaucoup de brevets sur des maisons antisismiques pour utiliser le ciment. Voilà. Et une société autrichienne qui l'a dépossédé complètement de ses inventions, mais qui garde le nom. Et en Allemagne, encore aujourd'hui, on dit, les gens comprennent Monnierbau ou Monnierart, qui était donc le travail de Monnier. Voilà. Mais avec leur inventivité, leur humour et leur variété, les rocailleurs constituent, je disais, un phénomène artistique unique. Et peu reconnu parce que aussi, c'est des gens qui n'ont pas écrit. Il y a très peu d'écrits sur eux. Donc, ils sont... Et d'autre part, comme on l'a vu, ils sont de l'autre côté des murs. Donc, ils sont cachés. Et pourtant, ce travail, pour le clore, je vous montre quelques images qui montrent comment la résurgence de cette manière de voir le jardin et l'art dans l'art contemporain. Ici, on est sur une rocaille dans un jardin à Marseille, avec une fausse souche au pied d'un vrai arbre. Et là, on est à Paintshill, un jardin du XVIIIe siècle, près de Londres. Et là, on est dans le nord de la France, dans un trou de bombe de la guerre 14-18, à Soyecourt, avec une réalisation de 2004 de Ernest Mignon-Ernest, que vous voyez encore ici. Et ici, on est sur une œuvre de rocailleur dans le Limousin, qui est assez remarquable.
avec un arbre qui aurait été abattu. Hein. J'ai trouvé, c'est un des rares textes que j'ai trouvé de ce rocailleur qui explique qu'il a fait exprès de faire un arbre comme s'il avait été abattu par la tempête. Et un arbre qui sert en même temps de balustrade, hein, c'est en même temps un belvédère qui sert de balustrade. Vous voyez les branches à gauche là, qui servent de balustrade. Et voilà, vous connaissez tous l'arbre voyelle du Giuseppe Pennone et aux Tuileries, qui est vraiment très proche de ce travail. Voilà, un siècle plus tard. Voilà, de même ces fausses racines, vous voyez, mélangées à des vraies, c'est quand même pas mal, surtout pour Marseille. Voilà, alors après ces recherches sur Marseille, et grâce à ces recherches, au ministère de l'Équipement pour lequel je travaillais, on m'a permis on m'a écouté, disons, quand j'ai dit, mais peut-être qu'on aurait aussi des jardins intéressants à inventorier dans la région. Et donc, on a démarré le premier inventaire des jardins en France, hein, à une époque où, comme je vous le dis, le mot jardin n'existait pas. Mais ça paraît incroyable, mais le mot jardin, dans les années 80, hein, les années 80, on ne le trouvait jamais. Dans la presse, il n'existait pas, y compris, ne parlons pas de la presse spécialisée, hein, où on ne parlait que d'espace vert. Voilà. Et donc, pour une poignée de découvreurs avec lesquels j'ai travaillé, découvreurs de jardins ouvriers, ça a été une série de coups de foudre dans les herbes folles, avec, je dirais, des belles endormies, comme les jardins d'Aix-en-Provence, ici, avec leur invitation à goûter au corps et âme, aux joies de la nature. Un patrimoine complètement méconnu à la fin de la fin du XVIIIe siècle. Des petites Venises près de la Durance, les jardins de la Côte d'Azur, qui avaient été inventés par les Anglais comme des tropiques tempérés au début du XIXe siècle, et ensuite réinventés à la fin du XIXe avec l'idée du jardin entre guillemets méditerranéen, et des jardins complètement à l'abandon, comme Serre d'Amadone, aujourd'hui restaurés et rachetés, qu'on a réussi à faire racheter. Bon, on avait créé une association pour sauver ces jardins qui étaient complètement à l'abandon. Et découverte de jardins complètement aussi méconnus, comme ceux de Ferdinand Bach, hein, aux Colombières, ou le jardin arabo-andalou de Blasco Ibáñez à Menton, hein, à la gloire des grands écrivains européens, qui vient d'être restauré. Vous voyez comment on l'a trouvé complètement à l'abandon. Et avec beaucoup de plaisir, il faut reconnaître, de découvrir on était comme des explorateurs, hein, de découvrir ces jardins. Et parfois, on a presque regretté qu'ils soient retapés. Mais quand même, bon, voilà, il y a eu un très beau travail de restauration par l'architecte en chef du monument historique. Voilà, des jardins aussi de Jean-Claude Nicolas Forestier. C'est son dernier jardin sur la Côte d'Azur. Bon, tout ça nous a permis de faire des livres qui se sont très bien vendus pendant 20 ans, qui ont eu beaucoup de succès, y compris aux États-Unis. Voilà. Ça pour dire que c'est une époque où le mot jardin n'existait pas en France. Et encore moins dans les ministères. Si bien que, après ce travail d'inventaire, dans la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a proposé de faire des inventaires dans les autres régions, et on s'est mis à trouver des jardins un petit peu partout, de façon assez extraordinaire. Et en 1987, avec une petite association et un petit groupe d'amis, on avait créé une association qui s'appelait l'Arpège, l'association pour l'art des paysages et des jardins.
on a lancé, avec des crédits européens, une campagne qui s'appelait Visiter un jardin en France, et avec des moyens vraiment ridicules, et qui a eu un succès énorme. Bon, évidemment, on a été aidé par Jacques Lang qui avait lancé la campagne, mais, et qui ensuite en a fait une opération qui s'est renouvelée d'année en année. Ils ont récupéré le projet. Et c'est une époque où voilà, les Français ont découvert les jardins. Ici, c'est la queue à Giverny. Hein. On s'est mis à découvrir du beau dans les jardins de France. Ici, on est à Marquessac. Bon, voilà, et puis je me suis mis à faire des guides. J'ai commencé à faire un premier guide en 90, un guide des jardins de France. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce guide a évolué. Parce que j'ai commencé avec 340 jardins, vous voyez là, avec le premier guide, là, et on a eu 750 dans les éditions qui ont suivi, là, chez Halte Sud. Et là, on en a aujourd'hui plus de 1300. Voilà. C'est ça qui me paraît quand même un phénomène tout à fait intéressant, parce qu'il y a eu énormément de créations dans ces dernières années. Voilà. Bon, on passe un peu vite aussi sur quelques... Alors, pour vous expliquer, c'est très important dans ce que je vous dis, mon statut dans la vie, et notamment pendant 30 ans, j'ai eu un statut un contrat avec l'État comme architecte au ministère de l'Équipement, puis à l'école du paysage, mais toujours un contrat d'État dans lequel j'étais corps et âme voué à faire mes 40 heures. Donc tout le travail que j'ai fait de création s'est fait en plus et en dehors, hors contrat. Voilà. C'est très important. Donc c'est forcément limité jusqu'à ces dernières années. Et voilà, donc je vous montre quelques petits projets de jardins privés dans les années 80, 90, des projets ou des contre-projets comme pour Villandry, où bon, je ne dirais pas le nom, mais un grand de l'horticulture voulait éventuellement installer quelque chose à Villandry, et donc, et notamment dans un jardin qui n'avait jamais été terminé, et le transformer en jardin d'exposition de roses. Donc c'était, bon, à la limite, une sorte de contre-projet dans le projet. Voilà. Voilà. Aussi, quelques travaux qui m'ont bien intéressé sur des paysages d'écrivains, ici au Caïla, dans le Tarn, un paysage de deux écrivains qui sont morts très jeunes de la Tizi, et sur lequel, bon, on avait proposé donc de redonner vie à ce paysage d'écrivains, des écrivains qui s'appelaient Maurice de Guérin, hein, et que vous voyez ici sur le cadastre, vous voyez ici l'espace sur le cadastre napoléonien, et j'avais suggéré de s'inspirer un petit peu du travail qu'avait fait Finlay pour évoquer l'univers sensible des deux écrivains, Maurice et Eugénie de Guérin, un frère et sœur, donc tous les deux écrivains. Et voilà. Et un autre travail aussi que j'ai réalisé en marge donc de mes fonctions pour le ministère de l'Équipement, c'est un projet pour les jardins du Gros Mans en Martinique,
Hein, et l'idée, j'avais été consulté surtout pour faire la programmation du jardin. Et il y avait eu un projet complètement délirant qui tenait absolument pas compte du site. Et donc j'ai proposé de faire un conservatoire des plantes alimentaires, médicinales et magiques du bassin caribéen. Donc c'est surtout une programmation avec une esquisse très limitée. Mais l'idée c'était de revaloriser savoir et savoir-faire avec les fruits et légumes et plantes médicinales du bassin caribéen, avec un verger conservatoire, un potager conservatoire, un jardin caraïbe, avec les épices, les médicinales, etc. Et voilà, j'avais trouvé un très joli texte de Patrick Chamoiseau qui me paraissait parfaitement collé avec ce projet, qui disait nous cultivâmes ce que les Becquet appellent plantes secondes et nous-mêmes plantes mangées. Au bord de ces plantes mangées, il faut des plantes médecine et celles qui fascinent la chance et désarment les zombies. Le tout bien emmêlé n'épuise jamais la terre, c'est ça le jardin créole. Voilà, donc l'idée c'est effectivement... alors ce jardin, j'ai appris qu'en fait il a été réalisé parce que, oui, le problème, vous savez, quand on fait des études comme ça, c'est qu'ensuite on ne peut pas participer au projet. Donc le la été réalisé. Je ne sais pas du tout ce que ça donnait, mais j'ai appris un jour qu'il avait eu le prix de l'initiative touristique, etc. Mais sous toute réserve sur le plan paysager. Voilà, un autre projet un petit peu dans le même style où bon, j'ai donné quelques pistes pour aller plus loin. C'est à Vivreux, dans le Nord, une commande indirecte du fils de Deng Xiaoping de faire un jardin chinois, pas loin de l'Eurotunnel et à côté de Nausicaa. Dans un site avec des trous de bombes, où bon, j'ai proposé de faire un projet pour enrichir la lecture du paysage, comme le faisaient les Chinois, sur les éléments, les météores, les pierres trouées, et avec un projet de jardin des tempêtes et des équinoxes pour observer le ciel du Nord. Voilà. Bon, le projet est resté à ce niveau-là. Ça tire au projet au niveau des bonnes intentions. Aussi, une petite chose que nous avons réalisée avec le Conseil régional du Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est un jardin temporaire sur la notion de jardin méditerranéen, dans le site même du Conseil régional de PACA, avec des artistes, une exposition, voilà. Et très vite aussi, un projet sur lequel effectivement j'ai travaillé pendant plusieurs années, puis après j'ai dû passer la main pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai donné les idées. Et puis ensuite, j'ai passé la main, il y a eu un concours au bout de plusieurs années, à Vaudouvain, à la Valette du Var, qui a donné lieu à une esquisse, vous voyez là, d'orientation paysagère, avec un projet qui a été suivi en partie et qui est maintenant réalisé, qui fait l'objet d'un concours. En attendant, donc, on a fait sur plusieurs années des préfigurations de ce que pouvait devenir ce site, y compris sur le plan, puisqu'il y a un grand potager, donc sur le plan culinaire. Et puis, je ne sais pas pourquoi je vous montre ça. Oui, ça fait quand même partie de mes travaux, puisque j'ai quand même passé 6 ans à travailler avec 100
120 auteurs environ, à la réalisation d'un travail donc collectif sur les créateurs de jardins et de paysages en France de la Renaissance à aujourd'hui, qui a essayé un petit peu d'élargir un peu la notion de créateur de jardins et de paysages. Et montrer que, donc faire un peu une généalogie des métiers du paysage, paysagiste étant le terme convenu en France, mais l'appellation utilisée partout dans le monde d'architecte paysagiste est bloquée, comme vous savez, par l'ordre des architectes, qui se réserve l'usage du titre d'architecte depuis le gouvernement de Vichy. Vous connaissez tous ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que voilà un ouvrage sur lequel j'ai travaillé sur les architectes de jardin et paysagistes en France, hein, qui a été la suite de ce gros ouvrage collectif. Et vous voyez qu'on a mis architectes de jardin et paysagistes. En fait, les auteurs qui sont étrangers n'arrivaient pas à trouver le terme qu'il fallait. Et dans chacune des éditions, parce qu'ils ont fait toute l'Europe comme ça, il y a finalement des titres différents. Une autre expérience que je voudrais vous présenter, c'est une approche du jardin qui est un cours que je donne chaque année à l'école du paysage, dans le cadre de la formation et de créateur de jardin dans le paysage, qui est en passe d'être homologué. Et c'est une formation, c'est une journée de formation que je fais sur le thème du labyrinthe. Et vous rappelez Versailles, le labyrinthe absolu. C'est une visite des bosquets, les yeux bandés. Voilà, avec cette idée du labyrinthe qui a tellement fasciné Borges. Ici, c'est un labyrinthe zoulou. Et ici, c'est le labyrinthe, justement, de Versailles, qui était un jardin qui a très peu duré, qui a été très vite démoli. Et donc, nous faisons une visite des bosquets, les yeux bandés, toute la matinée. Voilà les élèves au démarrage de la journée. Et voilà, c'est un paysage, c'est une partie de l'espace qu'une personne appréhende avec les cinq sens. Et ici, ça permet effectivement de développer les autres sens et de conférer au paysage une signification globale et voir quel est le pouvoir des sens sur les émotions. Voilà. Donc ici chacun découvre le paysage avec les mains, avec les pieds, les oreilles, avec son nez, tout sauf la vue. Alors il y en a qui s'en sortent très bien, qui sont des danseurs. On voit tout de suite. Il y en a qui n'ont aucun problème. Et aussi avec son nez, puisqu'on fait l'orangerie en hiver, c'est un grand plaisir et une manière d'apprendre le paysage de façon globale. Voilà, on s'assied dans la baignoire de Louis XIV. Et il y a toujours des amateurs pour aller grimper sur les bronzes. Voilà. Françoise Choé, vous savez, a écrit sur le patrimoine en question. Elle dit qu'il y a une première urgence en France, c'est une culture de base en bannissant l'amateurisme, faire acquérir un savoir historique et initier à une exploration concrète des espaces bâtis et naturels par l'implication du corps entier et de tous les sens, mettant à contribution la marche,
les yeux, l'odorat, le toucher, avec le silence et le son. Ces espaces concrets dont la connaissance et la reconnaissance sont occultés par l'hégémonie de l'espace virtuel. Pas inintéressant. Alors on termine l'expérience dans la colonnade avec les élèves couchés et qui enlèvent leur bandeau et regardent le ciel longuement, cadré par le bracelet, on peut dire, de la colonnade sur le ciel. Et on découvre la force du ciel, ainsi cadré par le bracelet de marbre. Et c'est pas très loin d'une expérience que nous poursuivons l'après-midi en visionnant un film de James Turrell dans ses Sky Spaces. James Turrell voyait dans la colonnade comme le prototype de ces Sky Spaces, d'où on observe le ciel. Et James Turrell, artiste et pilote, qui a expérimenté ces Sky Spaces dans un cratère du Colorado, Rodden Crater, qui est maintenant aménagé pour justement observer le ciel. Des observatoires qui sont inspirés de ce que faisaient les Hopis, les Indiens Hopis, pour observer le ciel. Voilà. Alors dans cet esprit, nous avons, avec Béatrice Sorel qui est là, dans la salle, il y a l'équipe dont j'ai parlé tout à l'heure, nous avons élagué à Chaumont-sur-Loire un bois pour en faire un bois sacré, un bois rouge, on l'appelait Colores et de Bosco, avec un travail sur la couleur et les sols qui révèlent l'espace. Voilà l'espace au départ. Voilà Béatrice dans le trou de bombe, parce que c'est au départ, c'est un site qui nous a plu, un trou de bombe qui était un peu embroussaillé, qu'on a dégagé. Et fondé sur le concept donc de Colores, une intervention exploitant la relation couleur-espace. Le projet vise à montrer le pouvoir de la couleur pour créer un espace. Pour créer un espace habité. Donc on a peint les arbres avec une peinture secrète au niveau de la technique, bien sûr tout ce qu'il y a de plus écolo, et enfin, ce sont des pigments liés à la chaux en gros, et qui habillent le vivant. Donc l'idée c'était de faire un bois un peu hanté, un bois sacré, de métamorphoser un bois banal en bois sacré. Et peindre les arbres, c'est un peu toucher au sacré. Donc ici, un petit peu à l'écart du bois, du festival, c'est un site où il faut vraiment aller. Les oiseaux chantent, les bruits du village, il y a des bateliers en bas, et qui remontent, les bruits des bateliers qui remontent du bord de la Loire. Voilà. Et ça pourrait être un peu le jardin sonifère de Murray Schaeffer, celui qui laisse parler la nature, l'eau, le vent, les oiseaux, la pierre. Voilà. C'est bon, je vais présenter ce projet sur l'idée de l'espace sonore. Et c'est vrai que ici on entend au loin. C'est un paysage, ce que Murray Schaeffer appelle le paysage hi-fi, qui est le paysage où on entend loin, c'est-à-dire c'est le paysage rural. À la différence du paysage lo-fi,
où la distance est abolie par les interférences urbaines. Voilà. Et puis il y a nos enfants qui sont d'ailleurs dans la salle, qui ont participé à l'identification et à la nomination de chacun des arbres. Hein. Chaque arbre a un nom. Ça leur a pris 20 minutes. Alors, c'est trop. Je ne me souviens plus de tous les noms. On n'arrive pas à lire. C'est assez rigolo. Voilà. Et puis, on a eu la chance de pouvoir travailler une deuxième année sur ce site de Chaumont, en s'inspirant d'un site qui a beaucoup inspiré Béatrice Sorel, qui est un site sur lequel les gens accrochent des vêtements pour se guérir. C'est vraiment ce qu'on appelle les arbres à l'eau, et qui, il y en a plusieurs comme ça en France, dans le nord de la France, notamment un site qui l'a beaucoup inspiré. Et Béatrice a revisité cette pratique des arbres qu'on appelle les arbres à loques, des vêtements qu'on accroche sur les arbres. Elle a revisité ça avec un œil d'artiste. Et c'est une pratique qui est un héritage celtique qui remonte très très loin. C'est une culture des peuples de la forêt qui fait appel à la vitalité de l'arbre pour se soigner. Ça remonte certainement au néolithique et ça se perpétue encore aujourd'hui en Europe, à côté de la médecine moderne. Et ce site, toutes les semaines, il y a des nouveaux vêtements. Donc, dans des paysages particuliers, certains arbres, certains bois sont investis du pouvoir de guérir. On attache à une branche un vêtement porté par un malade pour que l'arbre apporte la santé. Sur les branches, chaque nœud est un cri, le son du corps, tandis que pli et repli, drapés, soulevés par le vent, nous parlent d'espoir, de voir le bois emporter le mal. C'est la chanson Prendre ta douleur. Voilà donc quelques photos retravaillées d'ailleurs par Béatrice Sorel. Et donc on a poursuivi l'an dernier cette métamorphose du bois, dont on a révélé le paysage par les arbres rouges, et en y installant l'an dernier ces personnages. On a installé le silence des troncs habillés de loques qui sont investis comme un corps humain, et l'accident, tout bon, qui devient paysage. Le bosquet devient invité de questions. Le bois prend âme un petit peu. Voilà. Voilà quelques détails de ce travail. Voilà Béatrice Sorel qui est dans la salle que je vous présente sur le site. Et voilà un travail que nous avons fait dans la foulée du festival, au festival de Sao Paulo, où nous avons le plaisir de travailler avec Michel Pena, qui malheureusement n'est pas là. Donc là, nous avons travaillé sur le thème de la nourriture, sur le thème du pique-nique. Nous avons appelé ça pique-nique à Ibirapuera. Et nous avons choisi d'apporter le pain.
aliments de base dans de nombreux, puisque le thème était justement la nourriture, aliments de base de nombreux continents, qui a une haute valeur symbolique, le pain, celle de l'utopie des chrétiens, l'espoir soulevé par toutes les utopies sociales, le premier soin pour ceux qui ont faim, et puis un engagement au partage. Donc l'histoire remonte à 8000 ans, au début de l'agriculture. Voilà. Le pain inventé dans le croissant fertile entre l'Iran et l'Irak. Alors nous avions proposé un pain de prière qui était une autre interprétation des arbres à l'off, avec l'idée de partager le pain. Ce pain, il était composé d'une structure donc de loques, de vêtements venant du monde entier, et qui composait la croûte, et d'une mie qui était composée de plantes épiphytes. Descendez. Voilà. Inspiré aussi du poète Francis Ponge, qui s'émerveillait du paysage planétaire du pain, un peu comme un cosmonaute qui regarderait la Terre, qui disait cette impression quasi panoramique que donne le pain, qu'elle donne, comme si l'on avait à sa disposition sous la main les Alpes, le Taurus ou la cordillère des Andes. Ainsi donc, une masse amorphe en train d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire où durcissant, elle s'est façonnée en vallée, en crête, en ondulation, en crevasse. C'est dans le parti pris des choses de Francis Ponge. Bon. Et malheureusement, ce projet, cette installation de pain, n'a pas été accepté parce que, par mesure de sécurité, nous avions installé un pilier, un poteau central, craignant les tempêtes tropicales. Et donc nous avons été obligés de faire un deuxième projet, hein, qui est en fait fondé sur le même principe que l'utilisation des loques, hein, des vêtements, et qui était l'idée de faire une grande nappe de pique-nique. Une nappe traditionnelle, un carreau rouge et blanc, une invitation posée sur l'herbe, un lien ensemble des pratiques très anciennes, donc qui font le lien avec la vitalité de l'arbre, et ces pratiques qu'on trouve un peu partout, où les gens donc accrochent des vêtements à un arbre pour lui demander d'emporter le mal, pour leur redonner la santé. On est ici, vous voyez le petit rectangle, le petit triangle noir, c'est le bout du bâtiment de la Biennale. Donc on était vraiment quasiment à l'entrée de la Biennale de Sao Paulo, de temps contemporain. Et on a là donc installé une nappe de pique-nique qui s'effiloche un petit peu jusque sur les circulations du parc, qui est un parc gigantesque de Sao Paulo. Donc nous avons appelé, donc c'est à nouveau une interprétation populaire, une interprétation plutôt d'une pratique populaire, hein, que nous avions faite à Chaumont. Hein. Voilà le bâtiment de la Biennale que vous voyez au fond là, et la nappe qui joue un peu avec les claustras du bâtiment qui est derrière, et la nappe qui grimpe aux arbres, hein, comme vous voyez là.
voilà ce que ça donne, ce que ça a donné, et aussi assez inspiré du bâtiment qui est de Oscar Niemeyer, qui est juste à côté de l'auditorium d'Oscar Niemeyer, avec cette langue magnifique qui a été d'ailleurs interprétée par Michel et Christine Pénard de façon assez remarquable. Voilà. Et on revient sur notre site, donc avec ces logs qui ont envahi on est ici derrière le photographe, là vous voyez, on a le bâtiment de la Biennale. Et donc l'ensemble est réalisé avec 250 kg de vêtements, qui sont des vêtements on était obligé de faire venir de Rouen, parce que on ne trouvait pas de fripier en gros au Brésil, curieusement. Donc voilà. Et il faut voir l'ensemble de près, parce que c'est un patchwork assez intéressant, avec quelque chose comme 3000 crochets pour le fixer au sol. Bon, ça permet de se promener dans l'histoire de tous ces vêtements. Voilà. Et la nappe, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'esquisse, se promène sur cette filoche sur la pelouse. Voilà. Voilà. Alors, on attendait des agriculteurs, des habitants des villes, des jardiniers, on attendait des musiciens, des jongleurs et des poètes pour fêter un nouvel événement, une nouvelle démocratie, on peut dire, pour un grand pique-nique. Voilà. Et voilà toute l'équipe à la fin de la réalisation, avec le directeur du musée d'art moderne qui est là, le président, etc. Et puis toute l'équipe qui a été absolument formidable pour nous aider. Voilà ce que ça donne en vue d'hélicoptère. Voilà. Et puis voilà ce que ça donne quand les gens s'en emparent, puisque ce sont des photos qu'on nous a envoyées. Malheureusement, on n'a pas pu retourner pour l'inauguration, mais on sait que ça a été pas mal apprécié et pas mal utilisé. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution du projet avec le temps, donc avec l'herbe tropicale la vitalité de l'herbe tropicale passe à travers les vêtements. Et pour terminer, je voulais vous présenter juste quelques travaux que nous réalisons avec Béatrice Sorel et d'autres, dans le cadre d'une association qui s'appelle Jardin Art et Soins. C'est la minute de publicité, et de publicité et de recrutement. On recrute pour créer des jardins dans les hôpitaux, parce que curieusement c'était un des derniers espaces où les jardins n'existent pas, ou puisqu'ils ont existé bien sûr en tant que jardin potager. Et donc on a travaillé avec Béatrice à Saint-Valery-sur-Somme sur un jardin dit à but thérapeutique, mais enfin j'aime pas du tout ce terme, c'est plutôt jardin de santé, pour la maison de retraite qui se trouve en face de la dame que vous voyez là, qui est la directrice de l'herbarium, un jardin qui a été primé par l'association des journalistes du jardin et de l'horticulture, qui est un jardin très intéressant, un des rares jardins, disons, ethnobotaniques intéressants, avec celui de Salagon dans le midi de la France.
Et donc l'idée c'était, vous voyez, de faire une extension à ce jardin sur cette grande pelouse que vous voyez au pied de la dame qui a 80 ans. C'est un jardin qui est géré par des retraités et qui est remarquablement géré. Donc, voilà, donc l'idée c'était de, là aussi, de s'inspirer de l'architecture médiévale et du fait que dans l'architecture médiévale, contrairement à ce qu'on croit, les cathédrales n'étaient pas blanches comme l'écrivait Le Corbusier, mais les cathédrales étaient colorées. Et donc l'idée c'est de faire un cloître de couleur et aussi un jardin pour personnes handicapées, donc pour la maison de retraite que vous voyez à droite de la photo. Hein. Au fond, ce bâtiment de briques, là, c'est l'ancien hôpital qui est devenu la maison de retraite. Et donc pour cette maison de retraite, nous avons fait venir, on a testé un petit peu justement les circulations pour voir comment accéder à ce jardin de façon confortable. Nous avons donc proposé de clore cet espace avec une clôture faite avec des gros cordages, puisqu'on est sur le port de Saint-Valery-sur-Sorgue, qui est un ancien port très important, qui était aussi important, peut-être même plus important que Boulogne-sur-Mer. Donc de garder la mémoire de du port, avec des cordages, des très gros cordages, vous voyez, tressés en clôture. Voilà. Et puis d'autres projets, ici, dans le nord de la France, dans une maison de retraite, qui vient juste d'être terminée, et sur laquelle, avec Aline Lecoeur, qui est paysagiste dans le nord, et qui participe bénévolement au réaménagement paysager de cet ensemble qui est tout neuf. Malheureusement, vous voyez qu'il y a déjà des plantations qui ont été faites, qui sont d'ailleurs en train de crever, qui sont assez lamentables, et qui ferment sur des petits jardins privés qui seraient très intéressants de voir au moins en partie. Donc, on a commencé à faire tout un travail de collectif, de création, à plusieurs. Hein. Ça, c'est aussi très important dans notre démarche, pour proposer des jardins pour les personnes handicapées, malades ou âgées. Et dans ce cadre-là, nous sommes donc avec notre association Jardin, Art et Soins. Nous avons des projets importants en Bourgogne, au jardin de Barbiret. En fait, nous avons mis en place un parrainage des jardins de santé à créer, qui sont parrainés par un grand jardin qui reçoit du monde, hein, qui est beaucoup visité, comme le jardin de Barbiret, et qui parraine donc l'opération de création de jardins de santé. Et ici, donc, à Barbiret, dans le bois de Barbiret, Béatrice va faire une installation. Elle va réinstaller une partie de son exposition de Chaumont-sur-Loire. Et c'est un scoop, mais on va passer un petit partenariat. On est très heureux d'un partenariat qui s'instaure entre l'association et le fonds de dotation Jardin, Art et Soins pour entre donc les associations et le fonds de dotation et Chaumont-sur-Loire qui va essayer de nous prêter des expositions qui ne sont plus programmées. Voilà. Donc voilà, on amorce avec le travail de Béatrice qui va être importé et elle va
à nouveau faire un travail sur les arbres dans ce bois, hein, qui est assez, qui est déjà, enfin, qui se prête, vous voyez très bien, à ce genre d'intervention. Et donc ce jardin de Barbiré va parrainer ce jardin ici, qui est à quelques dizaines de kilomètres, à Auxonne, en Bourgogne, où, vous voyez, nous faisons un travail collectif avec le jardinier de la maison du foyer. Ce sont pour des gens qui sont très 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 fortement handicapés, des gens qu'on ne voit jamais, et qui sont tout à fait aptes à jardiner s'ils sont encadrés. Et donc, vous voyez, c'est il y a quelques semaines, là, on travaille directement sur le terrain avec l'équipe pour cadrer, pour dessiner le jardin. Voilà. Et pour éviter que soit fait n'importe quoi. Il ne s'agit pas de financer un jardin et puis de fermer les yeux sur ce qui est fait, mais c'est vraiment de travailler avec eux pour essayer de créer un projet partagé. Voilà. Alors pour ceux que ça intéresse, vous avez mon site internet, mon adresse internet, voilà, et le logo de Jardin à Ressoin qui était dessiné par Béatrice Soel, qui gagne sa vie comme graphiste. Voilà, je vous remercie d'avoir supporté et j'espère discuter.